Bonsoir mes petits ninjas. On peut s'applaudir quand même bien fort quand même. Pour cette première émission, on parle jamais nous. Un magazine de société où on pose des questions qui nous ressemblent et qu'on se pose tous les jours. Et pour cette fois, on a la chance et le plaisir de recevoir un candidat pour une ville, une spéciale ville que j'aime beaucoup, qui s'appelle Créteil. Et on a la chance d'être là. Mais vous savez ce qu'on va faire? Avant même de le présenter, parce qu'ils ne pensent pas qu'on a bien travaillé. Mais on a bien travaillé. On envoie une petite vidéo. Thierry Hebrec est une figure bien connue de la scène politique de Créteil. Père de famille cristolien, fortement engagé dans la vie locale, il marque son parcours par un investissement soutenu au sein du conseil municipal où il a souvent porté la voix de l'opposition avec conviction. Il siège au sein de l'établissement public territorial Grand Paris Sud-Est Avenir où il occupe des fonctions de conseiller territorial délégué. Son parcours inclut également une présence au niveau du conseil régional d'Île-de-France. En dehors de la politique, il possède une expérience solide dans le secteur privé en tant que chef d'entreprise sur Créteil, ce qui nourrit sa vision pragmatique des enjeux locaux. Et aujourd'hui, il se présente pour succéder à l'actuel maire de la ville de Créteil. Ancien LR, soutenu par le groupe Renaissance, aujourd'hui, sa vision pour la ville s'articule autour de la proximité, la sécurité et l'attractivité économique. Que ce soit en tant que patron, conseiller ou maire, une chose est sûre, son nom reste indissociable des débats sur l'avenir de Créteil. Parce que d'habitude, quand on fait des émissions politiques, on ne sait pas c'est qui les candidats. Ils ont l'impression que tout le monde sait c'est qui lui, parce qu'il est lui je ne sais quoi. Tout à fait. Donc là, on s'est dit, on va mettre cette petite touche-là, et on a été chercher, on a été faire des recherches quand même. Oui. Et puis voilà, on est rentré dans... Ça va, il n'y a pas trop d'erreurs? Pas d'erreur, tout est clean, tout est bon. Tout est bon? Tout est bon pour l'instant, ça va, pas de souci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec notre rédacteur en chef, M. Marc. Mais attendez, peut-être on va faire un truc un peu d'ordre, hein, parce que quand même, on ne les a jamais présentés encore. Donc ici, vous avez M. Marc, s'il vous plaît, qui est notre rédacteur en chef de Askip Radio TV. Bonsoir. Donc on peut l'applaudir. Je vais garder le meilleur pour la fin, hein, je vais me pardonner. Hein. Donc M. Félix ici, qui est notre spécialiste vraiment de la politique. Donc lui, vraiment, attention, ça, les questions, ça va bagarrer, comme on dit chez nous. Hein? Donc il ne faudra pas, mais toujours avec le respect, ça c'est important chez nous. Donc c'est M. Félix qui est pour OPTV et en même temps, il est spécialiste de l'outre-mer, Guadeloupe, tout ça. C'est bien ça? Les Outre-mer. Voilà, je ne dis pas de bêtises, des outre-mer, voilà, spécialiste des outre-mer. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Nous avons entendu qu'elle est un peu une chef d'entreprise, manageuse, elle fait la communication, elle a travaillé pour le ministère de l'Intérieur. Au chimie. Voilà, donc elle s'occupait de tout ce qui est pour la jeunesse, les jeunes. Donc elle aura aussi des questions, elle a cherché. Elle est allée voir des cristoliens, elle leur a posé des questions sur Créteil. Puisque le grand thème, c'est l'insécurité. Et je dit, oh, je veux venir truc ghetto, Créteil. Et quand elle est arrivée, elle a dit, mais non, Créteil c'est beau, c'est machin, les gens ils sont heureux de vivre ici. Voilà, ils ont d'autres préoccupations. Donc, elle vous posera des questions très importantes. Donc, on peut l'applaudir bien fort. Donc, eux, ce sont tous les experts, hein, mis à part moi je serai le petit clown de la soirée, ça va aller tranquillement, qui eux se transforment en citoyens pour vous poser les bonnes questions. Voilà. Donc, vous aurez affaire à des vraies questions. Donc on va commencer avec M. Marquet, s'il vous plaît, qui lui a décidé d'aller un peu plus en profondeur pour pousser ce reportage un peu plus loin. Donc M. Marquet, à vous le plaisir. Hein? On peut l'appeler. Bonsoir, monsieur Thierry Hebrec. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Alors, je vais vous poser des questions pour apprendre à mieux vous connaître au-delà du responsable politique que vous êtes. Pour commencer, j'aimerais revenir à vos débuts. Comment décririez-vous le jeune Thierry Hebrec? Le jeune Thierry Hebrec, c'est un jeune qui est venu s'installer avec ses parents sur Créteil dans les années 70, parce que mon père y a monté son entreprise familiale, puisque c'est devenu une entreprise familiale, petite TPE, de câblage industriel. J'y ai fait mes études ici, sur Schweitzer, à 2 pas d'ici. Après le lycée Branly, où j'ai fini mes études en tant que technicien supérieur. Et après ça, j'ai intégré le fonctionnement de l'entreprise avec laquelle j'ai travaillé et que j'ai repris jusqu'ici en tant qu'entreprise familiale, installée sur Créteil, qui n'a pas bougé de Créteil depuis les années 70, donc 73.
Donc, en fait, quasiment, vous êtes né là. Non, pas tout à fait. Je suis quand même arrivé. Quasiment, Non, il était à l'école à Schweitzer, c'est grand. Collège à Schweitzer, oui. Collège à Schweitzer, oui. Frangin aussi. Avec un très bon souvenir à Schweitzer. De très bons moments avec d'excellents professeurs. On a passé des sacrés moments ensemble. C'est pour ça qu'il veut être maire de la ville. Il a des choses à. Quels étaient vos rêves d'enfant? Mes rêves d'enfant, si je vous dirais pas que je rêvais de faire de la politique. Quand on est enfant, on rêve, à l'époque, on voit beaucoup de séries, de choses comme ça. On se dit, tiens, on peut être pilote. J'aurais aimé être effectivement pilote de chasse dans l'armée de l'air. Ça, c'était un de mes projets, mais quelque chose que j'aurais aimé approcher. Je l'ai pas fait. Les circonstances font que on rentre. J'ai même 20 ans oscillé entre le technique et l'école hôtelière, pour tout vous dire. D'accord. Ah oui. Et qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer en politique? Ah, c'est déjà ma mère, qui était très impliquée en politique sur Créteil dans un premier temps, qui a abandonné après, mais qui m'a donné le virus, je pense. Et à 17 ans, je me suis engagé effectivement dans les jeunes RPR et j'ai commencé une carrière de simple militant, voir ce qui se passait, distribution de papier, de tracts, d'affiches, ce qu'on faisait beaucoup dans les années 80. C'était encore un peu différent, la politique à l'époque, on ne l'avait pas tout à fait de la même façon. C'était beaucoup plus papier, beaucoup plus affiches. Et puis s'intéresser après à la vie de sa ville, à la vie du département, puisque j'ai oscillé aussi à aller voir dans d'autres villes. Quand on est jeune, on est curieux, on va à droite, à gauche, on va à Nogent, aux Maisons Alfort, enfin on fait tout le circuit. Et puis tout doucement, on se dit que la ville dans laquelle on est mérite son attention, qu'on a envie de s'y investir, parce que c'est une ville superbe, très diverse. Et j'ai eu beaucoup de copains, beaucoup d'amis. Et puis le virus fait que tout doucement, vous prenez goût, vous vous intéressez à la vie municipale, vous sortez un peu du clan vie nationale, politique nationale, et puis vous vous intéressez à la vie municipale, vous vous approchez de ceux qui sont élus, vous voyez ce qui se passe avec le maire actuel, qui était déjà là à cette époque-là. Donc voilà, un demi-siècle. Donc ça, moi aussi j'ai connu ça, qu'est-ce que je vous dis il a versé une partie de ma jeunesse. Et puis vous dites qu'il y a des choses à faire sur cette ville, des choses avec lesquelles qui fonctionnent, mais des choses aussi, vous dites qu'on pourrait changer, on pourrait faire évoluer. Et tout doucement, ce virus a pris de l'ampleur. Et puis un jour, vous décidez de franchir le pas et vous dites que conseiller municipal c'est bien, mais vous avez envie d'être tête de liste. Et vous avez ce petit moment de folie. C'est un vrai moment de folie. Vous vous dites, je me lance. Je prends la tête de liste. Vous allez voir le secrétaire départemental de votre parti, vous dites, voilà, Roland, je veux partir tête de liste. Il dit, t'es fou, mais c'est bien, vas-y. Excusez-moi, vous avez dit un truc important. Vous avez commencé à faire ça à 17 ans. Comment aujourd'hui on peut pousser les jeunes, eux aussi, à s'impliquer comme ça? Parce que 17 ans, il y en a, ils cherchent des stages de fin d'année qu'ils ne trouvent pas maintenant. D'ailleurs, comme vous serez élu, il faudra nous aider pour ça. Mais c'est un engagement, je peux prendre dès maintenant. On peut même en parler dès maintenant. C'est un engagement, c'est sûr. C'est ce qu'il faut faire, oui. Les jeunes sont demandeurs de ça. Quel serait le mot qu'on pourrait leur dire pour dire, allez, soyez sérieux un peu, même si vous avez 17 ans, il faut vous intéresser? Je ne peux pas parler en leur nom. Je pense que c'est peut-être aussi une image de la politique qui a été un peu dégradée, qui fait que les jeunes, on les a tout doucement écartés, peut-être, parce qu'on leur a peut-être pas donné les postes, ou ce virus, on a envie d'y aller. Je ne sais pas comment vous le dire, je ne peux pas parler à leur place, mais je vois comment ils réagissent, et je sais que vous avez raison. Quand on les croise dans la rue, quand on les croise dans les marchés, choses comme ça, on voit bien qu'ils ne sont pas intéressés. Et ce qui est plus grave, à mon sens, c'est qu'une ville comme Créteil n'a même pas su les intéresser au conseil de quartier. Parce que vraiment, la vie, avant de faire de la politique, c'est si on veut vraiment s'intéresser à sa ville, c'est de commencer par les comités de quartier. Et moi, c'est un projet que j'ai dans mon programme et que je déplore actuellement, c'est que les comités de quartier sont finalement très fermés entre eux, c'est toujours les mêmes personnes, qui sont des bénévoles. Ils font un travail extraordinaire. Ils sont vieillissants, il n'y a pas de renouvellement, et les quelques jeunes qui viennent sont très rapidement découragés. Donc je le dis très clairement, il faut vraiment changer ça. Je pense que le meilleur moyen d'instiller un peu aux jeunes, d'ailleurs, ce qui se fait dans les conseils d'enfants, il y a les conseils d'enfants, conseils d'adolescents, est-ce qu'après il y a un suivi? Est-ce qu'il continue après? Moi j'en ai rencontré sur le nombre d'une trentaine de conseils d'enfants. L'autre fois j'ai vu un conseil de quartier, c'était 2 à avoir poursuivi tout doucement, sans vraiment entrer en politique. Vous, c'est maman qui vous a poussé un peu. Oui, c'est ma mère qui m'a fait ce petit virus. Mais elle m'a donné ce virus parce qu'elle s'est intéressée, puis elle est rapidement après s'est écartée, et puis moi je suis continué, voilà. Okay. Mais je pense que les jeunes, on a un vrai problème à instiller là-dessus. Je pense qu'on aura des questions à poser là-dessus qui seront très intéressantes. J'aimerais savoir, quelles sont vos références politiques? Quelles sont vos références dans le monde politique? Alors, mes références dans le monde politique, ça a été d'abord de suivre un homme qui était très chaleureux, très agréable à connaître, c'était Jacques Chirac. Je pense que lui a entraîné aussi, on parlait des jeunes, a su entraîner des jeunes RPR, et je peux vous garantir que si on a raté la première campagne avec lui,
La seconde, quand on l'a fait avec mon équipe de jeunes que j'avais, ça j'en garde un souvenir ému et formidable, parce qu'eux m'ont vraiment boosté. On a fait une campagne extraordinaire pour Chirac quand il a été élu la première fois. C'était vraiment un souvenir pour moi d'amener quelqu'un avec un résultat au bout. Ça vous booste tous. De l'époque de cette équipe, on était quand même une trentaine de jeunes qui tournaient sur la ville et un peu dans les alentours. Mon épouse pourrait vous en parler d'ailleurs, parce qu'elle était aussi à l'époque militante. C'était vraiment quelque chose qui était très sympa. Mais combien sont restés après derrière en politique? Je pense qu'il y a aussi ça qui fait que les jeunes, pour revenir à ce que vous dites, ne poursuivent pas. C'est qu'à un moment donné, là, il y a la fin des études, quand on est étudiant, ça va, c'est facile de faire de la politique un peu. Mais après, il y a la vie de famille, la vie professionnelle qui se met en route. Et c'est vrai que ça écarte. Et dans un couple, il n'est pas toujours évident que les deux soient d'accord pour que l'un fasse de la politique et soit toujours dehors. Soyons honnêtes, soyons très honnêtes. Si on s'engage, la politique, c'est très chronophage. Donc, c'est beaucoup de sacrifices. Et je le dis très clairement, et on va peut-être arrêter. Je ne sais pas si vous voulez continuer sur ce sujet, moi je peux continuer longtemps, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous n'aimez pas ça, si vous n'aimez pas la politique, je le dis aux jeunes, parce que ça c'est vrai, il ne faut pas non plus dire que tout est merveilleux en politique. Si vous n'aimez pas ça, si vous n'aimez pas le contact avec les gens, si vous n'avez pas une certaine empathie pour la population autour de vous, et envie de changer les choses en voyant les problèmes qu'il y a, ne vous y engagez pas. Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Une vie familiale, une vie professionnelle, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, et c'est un sacrifice de soirée, de week-end, qu'il faut quand même tenir compte de ça dans sa vie professionnelle tous les jours. Avant que tu poses ton autre question, là, parce que tu m'as un peu chauffé avec tes questions, on va savoir plus. Pour vous, la politique aujourd'hui, c'est plus difficile ou c'était plus difficile avant? Comment est-ce que, parce que ça fait longtemps que vous êtes là quand même, hein, dites-nous la vérité maintenant. Oui, ça fait on dira pas nos âges, ça nous on peut les dire, ça ne gêne pas, l'expérience n'est pas mauvaise à apprendre, vous savez. Mais c'est plus dur aujourd'hui la politique ou... Non, je dirais, alors, moi j'ai eu l'humilité, alors je ne sais pas si tout le monde a le même cas de figure que moi, le même état d'esprit que moi. Je pense qu'il faut avoir l'humilité de démarrer quand on veut faire de la politique. Je n'ai aucune honte à dire, j'ai démarré comme petit militant. D'accord. Parce que c'est quelque chose qui vous aguerrit. Si vous ne faites pas ça, si on vous dit du jour au lendemain, allez, on te propulse, tu vas être candidat à la mairie de Créteil, tu vas être candidat à telle mairie, à tel poste. Je pense que malheureusement, c'est un très mauvais choix, c'est un très mauvais début. Parce que vous imaginez que d'un seul coup, vous pouvez être élu sans avoir rien fait, et vous n'avez pas la connaissance fine de ce qui se passe autour de vous. Donc je pense très sincèrement que si on veut faire de la politique, et qu'est-ce qui a changé, vous me dites, par rapport à mon époque, à moi, je ne pense pas que quelque chose ait vraiment changé. La politique, c'est très dur. Oui, c'est un milieu très compliqué où les coups viennent souvent du même de votre propre camp sans aucun problème. Mais il faut s'accrocher. C'est aussi une expérience de vie, la politique. Si vous vous accrochez pas, si vous n'acceptez pas ces aléas de la politique, ces moments où vous êtes un peu dans le sombre, des moments où il ne se passe rien, ou des moments où vous n'êtes pas reconnu et que vous n'acceptez pas de vous accrocher. Vous savez, il y a quelqu'un, il y a quelques années de ça, qui a dit de moi, c'est vrai qu'il y a une époque qui était un peu compliquée pour moi, Thierry Hebrec, vous le faites sortir par la porte, il rentrera par la fenêtre. Donc vous êtes un accrocheur, c'est bien. Voilà, non, mais c'est bien. Sincèrement, si vous ne faites pas ça, c'est pas intéressant. Il faut avoir une ambition. Ouais. C'est vrai, il faut avoir une ambition. C'est vrai, il faut le dire très clairement. Pourquoi je suis sur Créteil encore comme ça, que je bosse cette ville, que j'y participe à beaucoup de manifestations, la vie communale avec les conseils municipaux, le conseil de territoire. C'est pour apprendre, parce que j'ai toujours eu envie d'apprendre plus. Mais c'est aussi parce que vous avez quand même une petite ambition au fond de vous. Quelque chose qui vous pousse. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Si vous n'avez pas cette envie de le faire, il ne faut pas le faire. Et c'est vrai que j'ai une ambition. Moi, j'ai une ambition pour ma vie. J'ai vraiment envie de changer des choses sur ma vie. Permettez-moi de vous couper 2 secondes. Parce que vous avez dit, la vie politique, c'est dur, les mariages, les femmes. Mais quand on voit, par exemple, moi, un acte politique qui m'a choqué, je ne sais pas comment je peux le décrire, ça a été l'affaire Fillon. Comment ils se sont attaqués à sa femme. Et tout d'un coup, ça a été... Et je me dis, mais comment est-ce que votre femme prend ça, le fait que demain matin, on peut venir fouiller dans nos poubelles et venir nous amener dans une histoire pour ton ambition personnelle. Comment ça se passe? Faut nous dire, monsieur. Expliquez-nous. J'ai pas eu ce cas de figure. Non, mais on ne va pas faire de costume, on va pas, et mon épouse ne travaille pas en politique, en tant qu'élu avec moi. Mais vous comprenez en fait... Je comprends très bien ce que vous voulez dire. Alors, vous voyez... Le pont. Comment vous dire ça? J'ai découvert quand je suis arrivé au conseil régional, Valérie Pécresse a édicté une chose qui est importante et qui, je pense, aurait dû se faire pour tous les hommes politiques parce que les gens n'ont pas compris que l'époque changeait. Valérie Pécresse, quand je suis arrivé à la région, a édicté très clairement que chaque élu, d'ailleurs c'est ce que je m'appliquerai à faire si je suis élu à la ville de Créteil, les membres de la famille proche d'un élu n'ont pas à intégrer les services, n'ont pas à intégrer la vie
je dirais, communale par elle-même. Ça évite tellement de sujets, ça évitera tellement de problèmes. Ce qui se passait avant, ça s'est passé. On ne va pas revenir en arrière, ça a existé. Je pense que maintenant, ce n'est plus le cas. Les gens ne supportent plus ça, ne veulent plus ça. Donc c'est vraiment un engagement que je prends. Et là-dessus, je rejoins ce qu'a dit Valérie. Au début, ça choque un petit peu. On se dit pourquoi elle fait. Ben non. Vu ce que vous venez de me relater comme événement, eh ben oui, vous dites que c'est important. Mais effectivement, mais c'est un risque. Quand vous vous exposez, il faut bien prendre la chose consciente. Vous avez raison, on s'expose. Et à l'époque actuelle, entre ce qu'il n'y avait pas à l'époque, de son époque en arrière, avant les années 2000, il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas les images. Il n'y a pas maintenant cette IA qui peut vous détruire votre image du jour au lendemain. En quelques secondes, on peut vous faire passer de quelqu'un de bien à quelqu'un de complètement déshabillé, enfin faisant d'autres choses, prendre un petit bout de votre phrase, la sortir du contexte. On peut faire plein de choses. Il faut se blinder à ça. Il faut se dire qu'on a une conviction, qu'on va droit devant soi, qu'on s'est tracé un chemin et qu'on essaie de ne pas en sortir. C'est pas évident. Permettez-moi quand même de vous couper. On a bien parlé de politiciens et tout ça, d'accord, ok, on a compris. Madame, comment elle prend cette affaire? C'est ça comme ça, parce que Madame Pécresse, elle a un mari. Oui. Donc lui, comment il prend cette affaire? Vous, votre femme, comment elle prend cette affaire? C'est ça la question. Je pense que c'est déjà d'avoir une femme qui fait le travail derrière vous, parce qu'elle fait un travail énorme pour vous soutenir. Je dis bien, c'est un travail, hein, je ne prends pas mot, je ne sors pas de son contexte. C'est un travail. C'est d'accepter que de se dire, il y a des moments, mon mari entre sa vie professionnelle qui est une petite entreprise, la vie politique, oui, l'entreprise et l'entreprise de la ville. L'entreprise de la ville, et bien vous essayez de conjuguer tout ça et vous avez quelqu'un derrière qui vous épaule et qui vous soutient et qui fait, je dirais, le travail pour élever l'enfant, pour... C'est un partenariat. Sans elle, c'est la merde. Non, mais c'est vrai. C'est un vrai partenariat. Il faut être risqué. Il faut être conscient de ça, ce que je vous disais tout à l'heure. Pour ça, je vous le disais. Dans les jeunes couples, c'est pas toujours évident de continuer. Moi, j'ai eu des femmes formidables, des jeunes femmes formidables qui ont travaillé avec moi à cette campagne de Chirac, que j'ai pas retrouvées après parce qu'elles m'ont dit non, mon copain, mon mari, ne veut pas, et ça suffit, voilà. Et elle s'éloigne. Et c'est respectable. C'est tout à fait respectable. Parce qu'il est hors de question aussi qu'une vie de famille soit foutue en l'air pour ça. Oui, mais ça arrive. Ouais. Ça arrive. Il faut en être bien conscient. C'est le nombre de politiques que j'ai vu autour de moi se séparer, se divorcer, ainsi de suite, ou avoir des problèmes avec leurs enfants. Rien n'est à l'abri de ça. Et c'est vrai que c'est un moment où la personne étant très exposée en plus, vous pouvez avoir des gens qui derrière viennent taper non pas sur vous, mais sur la famille proche, sur l'enfant ou sur la carrière professionnelle du suivant. Voilà. C'est ce qu'on va faire. On va applaudir votre dame parce que... C'est ça dire, monsieur. À toi, vas-y. C'est bien qu'on a parlé un peu d'intimité. À quoi ressemble une journée type de Thierry Hebrec? Alors, attends, en campagne ou hors campagne? Non, quelles sont vos habitudes au quotidien? Mes habitudes au quotidien, c'est lever vers 6h30, s'occuper 2 minutes du chien, prendre son... Moi, je ne prends pas de petit déjeuner le matin, donc j'ai cet avantage-là. Je pars après à l'entreprise, la journée d'entreprise, que j'alterne aussi avec un peu de politique en même temps, parce qu'effectivement, il y a toujours le sujet à voir, préparation d'un conseil municipal, d'un conseil de territoire. Les horaires d'une petite entreprise, vous savez bien que ce n'est pas 8h, 17h, c'est plutôt 8h, 20h. Après ça, conseil municipal, c'est le conseil municipal, conseil de territoire, conseil de quartier. Je me suis impliqué énormément dans les conseils de quartier. Donc vous rentrez tard, vous dînez tard. Moi j'ai cet avantage-là. Et j'ai un énorme avantage, c'est que je peux me coucher vers 1h30 du matin, 1h30 du matin, et être debout le lendemain matin à 6h30 et d'avoir très peu besoin de sommeil. Mais j'ai un sommeil profond, donc qui me permet sûrement de récupérer. C'est un avantage, tout le monde ne l'a pas, mais c'est une journée type, c'est ça. 24 heures, ça passe très vite. Wow. Bien qu'une journée, dans ces conditions-là, ça passe très vite. Bon, on peut vous applaudir, vraiment, parce que une journée très chargée. Ce qui est marrant quand même, c'est qu'il dit qu'il a quand même le repos, puisqu'il dort bien. Oui. Voilà. Il y a une femme qui assure, qui l'aide à faire les choses. Maintenant, oui, ok, il y a 24 heures. Et les 4 heures qui restent là, c'est pour madame, j'espère, hein, avec les enfants. Quand même, hein. On essaie. Il y a des vacances, on fait comment? Les vacances, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, hein. Pas beaucoup de vacances. Ah. Et en plus, il veut devenir maire, ce monsieur. D'accord, ok. Tout ça, j'ai l'entraînement. Avez-vous un péché mignon? Pardon? Un péché mignon, avez-vous un péché mignon? Bon, on a tous des péchés mignons. Un petit défaut, une petite faiblesse que vous assumez volontiers. Une faiblesse, oui, j'assume totalement, le chocolat noir. Oh. Allez, vous voulez tout savoir de moi, le chocolat noir. C'est pas le seul. Une autre faiblesse dans le sport, si vous voulez, une passion que j'ai, oui, la Formule 1. Oh, génial. Je suis vraiment passionné de ce que j'ai découvert il y a quelques années, au travers des sportifs, leur carrière, leur façon de s'entraîner, le véhicule, enfin, tout dans l'ensemble me plaît. Donc la F1, oui, me plaît énormément. Si j'ai une passion, c'est ça. Voilà, sinon c'était la natation, le ski nautique quand je faisais, voilà. Mais sinon vraiment c'est ça. Mais après, vrai péché mignon,
me privez pas de chocolat noir dans la journée. On va faire attention, sinon il va nous mordre. Et là, je vais finir. J'ai une dernière question, plus personnelle. Vous avez longtemps été tête de liste pour les Républicains. Comment avez-vous vécu humainement le fait que le parti ne vous soutienne pas pour cette élection? Pas de langue de bois, monsieur. Il faut dire la vérité ici. Hein. Il y aura la vérité. Ok. Je ne vais pas vous dire que c'est facile. C'est un moment qu'on n'apprécie pas. Et d'un autre côté, vous avez ce moment où, certes, votre parti, vous vous dites, je suis tout à fait en adéquation de toute façon avec ce qui se passe ces derniers temps. Il faut être très honnête. Au niveau national, l'Assemblée nationale, c'est le bazar. Mon parti qui vote le budget parce que, soi-disant, il faut partir aux élections, il faut donner un budget, mais qui est plus socialiste que le budget qu'on aurait présenté nous. Ça, c'est des choses qui m'ont mis déjà en désaccord. Au niveau départemental, visiblement, c'est une cure de jeunisme, je ne sais pas, vous les interrogerez, vous leur poserez la question. Je n'ai pas bien vécu. Mais d'un autre côté, j'ai eu cette chance formidable de me retourner, de voir mon équipe que j'ai montée patiemment depuis plusieurs mois maintenant. Et puis, pour certains d'entre eux qui me supportent encore, grâce à eux, je leur remercie depuis plus de 24 mois, 2 ans, plus de 2 ans, travailler ensemble sur le porte-à-porte, sur des choses comme ça. Une équipe où je me suis rendu compte que finalement, en me penchant sur la question, finalement très peu sont incartés politiquement. Et ça, cette force-là, vous n'imaginez pas ce que ça peut vous donner comme envie, comme une niaque pour travailler sur la ville. Parce qu'ils sont venus vers moi, pourquoi? Parce que je pense que j'ai tenu un discours qui les intéressait, qui me connaissaient du fait que j'étais sur le terrain. Beaucoup m'ont rejoint encore récemment. On a arpenté tous les quartiers de Créteil, et ces gens-là sont venus avec leur richesse de quartier, de leur vie quotidienne, de leur vie familiale, de ce qu'ils attendent sur Créteil, de ce qu'on peut changer sur Créteil, et ils ont envie de s'engager là-dessus. Et je me suis dit, quand j'ai regardé autour de moi, je dis, mais combien ont une carte? Finalement, j'ai plus de 80% de ma liste qui n'ont pas un carté. Et je n'aurais pas demandé de carte d'ailleurs. Je n'aurais pas dit, si tu viens avec moi, tu prends la carte LR, tu prends ceci parce qu'il faut faire le quota. Non. Est-ce que vous croyez franchement, puisque vous ne parlez pas de langue de bois, que sur Créteil, les Christoliens connaissent Thierry Hebrec, ils ont envie de le faire maire parce qu'il sera LR, ou parce qu'il va apporter à la ville son enthousiasme, sa niaque, son envie de changer, avec une équipe de femmes et d'hommes qui sont issus de tous les métiers sur Créteil, qui ont une diversité totale. Et qu'avec eux, on va bâtir autre chose sur Créteil. On va changer l'immobilisme de la ville. C'est cela qui m'intéresse. Alors c'est vrai, je ne vais pas vous dire ne pas l'avoir, mais à la limite, je vais vous dire, je me sens doublement libre. Libre parce que je suis libre avec Valérie Pécresse, dans son parti à la région, et elle m'a accordé sa confiance encore là, en me disant Thierry, il n'y a pas de problème, tu es libre avec moi, il n'y a pas de souci. LR, c'est une chose, libre, tu l'es, et je suis libre. Et bien vous savez, pour la première fois de ma vie, on va dire en 25 ans que je suis conseiller municipal, je me sens bien dans la liste que j'ai faite, je me sens bien dans le projet que j'ai, je me sens bien dans ce que j'ai monté, et bien finalement j'ai encore plus envie d'y avancer. Et je suis certain, au fond de moi-même, les élections sont un moment toujours un peu, on ne sait pas ce qui va se passer, mais au fond de moi-même, je sens que j'ai une belle adhésion autour de moi et que les gens me connaissent et apprécient ce que j'ai fait. Cette première partie, je pense qu'on a pu apprendre à connaître un peu plus monsieur. On dit quoi? Herbrecht? Alors il y a plusieurs prononciations. Dites Hebrec, c'est beaucoup plus simple. Hebrec. Voilà, Thierry Hebrec, c'est très bien. Je ne sais pas si je m'en souviens, mais j'en suis. En espérant que les gens iront voter pour vous. Franchement, cette première partie était très intéressante, moi je trouve, non? Ah oui, totalement. Il a répondu sincèrement. J'ai appris à mieux le connaître. Voilà. Et grâce à toi, grâce à Marquis et grâce à votre petit échange. Donc on va faire une toute petite pause, mais quand même, vous dites que vous vous sentez bien dans vos baskets. Ça, c'est encore des problèmes pour madame, ça. Hein? C'est-à-dire que ça va partir encore plus fort. Là, vous êtes prêts à tout. Hein? Oui, mais c'est vrai, je suis prêt. Non, mais je vais même vous dire la différence que je ressens entre 2020, où je me suis présenté, et 2026. Pour moi, j'ai fait un parcours complètement différent. Mon approche de la politique, de la vie, était complètement différente. Et ça, je vais même vous dire, et ça, je dois le dire très clairement, si on parle de politique politicienne, je dois remercier Valérie Pécresse. Parce qu'en me donnant la possibilité d'accéder à la région, en même temps, j'ai accédé au conseil d'administration de tous les lycées christoliens, de toutes les facultés, de l'université de Créteil, des organes de santé. Je vois plein de choses que je ne connaissais pas jusque-là. Et bien, je peux vous garantir que ça vous apporte aussi un éclairage nouveau sur le fonctionnement de la ville, sur ce qu'attendent les gens. Et quand vous rencontrez les étudiants, vous rencontrez les professeurs, les lycéens, vous êtes, croyez-moi, vous en sortez avec autre chose. Et surtout, ça vous permet de vous dire, attends, en 2026, tu as raconté des bêtises. Parce que ce que tu as promis, ce n'était pas possible. Et là, maintenant, et puis, il faut le dire,
En face de moi, j'ai quand même un homme qui a 50 ans de mairie. C'est quand même pas... C'est pas rien. Hein. Je vous assure que si vous ne travaillez pas vos dossiers face à lui, et si vous dites des bêtises, vous la prenez en pleine poire. Ça, je l'ai appris à savoir, et du coup, grâce à ça, j'ai bien bossé mes dossiers, j'ai bien compris ce qu'il pouvait se faire sur la vie, ce qui ne pouvait pas se faire, et j'estime qu'on ne doit pas dire n'importe quoi, plus que jamais, on ne doit plus dire n'importe quoi aux cristaliens, aux électeurs, cristaliens. Parce que les gens, je vous assure, maintenant, ils savent très bien la réalité, ils savent très bien leur façon de vivre au quotidien, leur niveau de vie qui est compliqué, et qu'une commune, moi j'en suis conscient aussi, a des restrictions budgétaires qui sont réelles, qu'il va falloir prioriser certains domaines, et qu'on ne pourra pas dire n'importe quoi, au risque de ne pas pouvoir le faire. Les gens ne vous pardonnent plus même. C'est ça, c'est clair. Voilà. Juste avant de faire cette pause, vous me lancez sur un petit sujet, l'opposition. Comment vous vous sentez avec vos opposants? C'est la guerre à couteau tiré ou c'est plutôt juste une opposition parce que de principe, de choses comme ça, mais on s'aime bien? Vous parlez de la majorité, de ceux qui sont dans la majorité? Non, le mot non, Socrates, ceux qui ont fait dans le cadre de la campagne. Mais au-delà de la campagne, même quand vous êtes en conseil municipal, tout ça. Alors, en conseil municipal, j'avais qu'un seul groupe, l'opposition c'était moi, face à la majorité. La majorité, je dirais, il faut être constructif avec eux, ils sont à la majorité. Moi, en conseil municipal, je débat, des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, des choses qui vont dans le bon sens, il faut l'accompagner parce qu'effectivement, c'est l'intérêt des cristoliens. Ceux qui actuellement font campagne, ça ne m'intéresse pas. Très sincèrement, je ne vais pas me faire de guerre avec eux. J'ai vraiment envie de... Je ne suis pas encore rentré dans ce sujet-là. Je trace ma route parce que vraiment... Mais sinon, pour le reste... Non, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Alors allez-y. Pour une fois, on est allé faire un micro-trottoir dans le marché et effectivement, votre opposition d'habitude, dit mais comment? Ils ont fait ça, M. Brech là, qui bosse avec nous tout le temps. Ok, on est en guerre, mais tranquille quoi. C'était pour ça que je me posais la question, parce que j'ai l'impression quand même que même dans l'opposition ici, comparé par exemple à la ville de Paris ou d'autres trucs qu'on regarde dans les conseils municipaux, où ça se tire à balles réelles, vous avez quand même des choses où quand vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Quand c'est constructif, on avance ensemble pour que la ville aille mieux et pour que les citoyens de Créteil se portent bien. Vous venez de le dire. Voilà. Non, mais je vous envoie ce message. Non, mais vous venez de le dire. Parce que, qu'est-ce que vous voulez faire? On va se taper. Vous savez, moi j'ai connu, alors puisqu'on parlait, j'ai quelques années j'ai connu dans les années 77, 80, quand monsieur m'a été élu, que jusqu'à 90, enfin, avant les années 2000, les campagnes étaient très compliquées. On essayait de se crever les pneus, on se courait après, on s'arrachait les affiches, on mettait du verre pilé dans l'école, enfin, toutes ces choses-là. Tout était possible. Tout était possible. Qu'est-ce que ça a amené? Des antagonismes à n'en plus finir, à n'en pas sortir. Mais dans ce jeu-là, qui s'occupait des cristoliens? Qui s'occupait de leur vie quotidienne? Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être opposant au maire. Je le dis très clairement, je suis opposant à cette majorité parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas, des choses qui ne vont pas assez vite ou qui ne sont pas assez changées. Mais quand ça fonctionne, quel est l'intérêt? Qu'en conseil municipal, en face de l'invective, on s'insulte? Qu'est-ce que ça va apporter sérieusement au débat, dans la vie quotidienne? Non, mais, alors voilà, non, mais vous avez raison. On est là pour faire avancer les citoyens. On revient à ce que vous disiez tout à l'heure. On fait quoi? On fait des réseaux. C'est-à-dire qu'on fait le tweet tout de suite. Hop, je balance un tweet, nous fera. Ah, j'ai dit ça au maire, il m'a dit ça, tac, tac, tac. Mais derrière, le tweet va disparaître en quoi? En 10 minutes, un quart d'heure. Et qui ça va intéresser? Et quelques personnes qui suivent vraiment ça. Mais la mère monoparentale qui a son enfant à aller chercher à la crèche ou des choses. Est-ce que vous croyez que ça va l'intéresser ça? Par contre, de savoir si la cantine va fonctionner, si le bus va fonctionner le matin, ça m'interpelle. Ça m'intéresse. Je ne sais pas pour qui les gens vont aller voter, mais en tout cas, ils ont un choix à faire et on espère qu'on pourra leur donner les bonnes trucs. Donc on fait une petite pause de 2 petites minutes et on se retrouve juste après pour la deuxième partie. Et attention, il y a d'autres questions carrées.